terminé sa thèse en 2015 à l'Université de Bretagne occidentale. Il est l'auteur d'ouvrages et d'articles sur des auteurs contemporains, dont Albert Camus, dont il va nous parler aujourd'hui. Et il mène parallèlement une carrière artistique sous le pseudonyme de Blequin. Ensuite, nous entendrons Marianne Selka, qui est affiliée à l'université Paul Valéry à Montpellier, qui est docteur en sociologie et enseignante-chercheuse, affiliée au laboratoire LERSEM et IRSA. Elle est également auteure de Vegan Order, des éco-warriors au business de la radicalité, qui est paru en 2018, et co-organisatrice du séminaire annuel Métropole sensible, c'est un très beau titre, avec Fabio Larocca de la même université, Paul Valéry. Et enfin, nous entendrons Marinella Taguite, de l'université de Bari en Italie. Marinella est maître de conférences en littérature française au département de lettres, langues, arts de l'université de Bari, où elle fait partie du groupe de recherche sur l'extrême contemporain. Je vais vous dire un peu plus. Au-delà d'articles sur des aspects de la production actuelle, comme la deuxième personne, les formes de l'ailleurs et du déracinement, de l'ICRA créole, les premiers romans, les bestiaires et l'imaginaire végétal, et sur des auteurs tels que Pierre Bergougnou, Arnaud Bertina, Emmanuel Carrère, Patrick Chamoiseau, Sylvie Germain, Régis Geoffrey, Richard Millet, Marine Diaye, Marine Nimier, Amélie Nothomb, Pierre Sange, Jean-Philippe Toussaint, Bertrand Visage. Elle a entre autres publié les volumes L'écriture à la deuxième personne, La voix ataraxique de Jean-Marie Laclavetine, la préface de Marie-Thérèse Jacquet, Vers la dernière ligne et Feuillage d'Extrême-Orient. Le sentiment végétal. Je vous propose de garder les questions pour la fin des interventions. Et je vous laisse tout de suite écouter Benoît Campis, à qui je passe le micro. Bien, merci Madame Terrain. Chers amis, chers collègues, chers concitoyens, je suis un peu surpris de me retrouver dans ce panel, car il ne sera pas vraiment question d'apocalypse dans cette communication. Je ne vous parlerai pas de la fin du monde, mais tout au plus de la fin d'un monde, lequel, qui plus est, n'avait jamais vraiment vu le jour. Mais n'anticipons pas. Mon intervention fera suite à une autre communication prononcée l'an dernier à Lorient. Je parlais alors du récit qu'Albert Camus avait fait de son voyage en Amérique du Nord en 1946, récit dans lequel l'écrivain mettait en avant, entre autres très marquants, l'ordre et la propreté qui semblaient régner à New York. J'avais souligné que cette ambiance s'opposait non seulement à la désolation qui régnait alors dans une Europe meurtrie par la guerre, mais aussi à la poussière et à la vivacité désordonnée qui dominaient les rues d'Alger, telles que Camus allait les décrire ultérieurement dans son roman autobiographique inachevé, Le Premier Homme. Telle est donc l'idée, alors évoquée de façon très élusive, que je me propose de développer devant vous à l'occasion de ce colloque traitant de la notion paradoxale, à la limite de l'oxymore, de sauvage urbain. Camus, vous le savez sans doute, travaillait sur Le Premier Homme à la fin des années 1950, donc à une époque où l'urbanisation, qui a ensuite été dénoncée comme outrancière, suscitait encore espoir et enthousiasme dans une Europe marquée par la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Et tentative de Brest, je peux en témoigner. Dans un tel contexte, réenchanter le sauvage urbain n'avait rien d'évident. C'est pourtant ce qu'entreprit Camus dans cette dernière œuvre, où l'expression par l'auteur de sa nostalgie de l'Algérie natale se faisait notamment par l'exaltation d'un cadre urbain dans lequel il semblait impossible d'éliminer toute trace de sauvagerie, à commencer par les plantes sauvages qui y poussaient de façon anarchique. Il ne faut pas s'en étonner. Dès les années 1940, au lendemain de la guerre, Camus commentait dans ses carnets une citation de Hegel qui dit il commentait cette citation de Hegel d'une façon qui explicitait les raisons de sa méfiance envers l'urbanisation galopante. À Hegel qui disait « Seule la ville moderne offre à l'esprit le terrain où il peut prendre conscience de lui-même », Camus rétorquait qu'en se parquant dans des grandes villes, l'homme a, je cite, « amputé le monde de sa vérité, de ce qui fait sa permanence et son équilibre », et concluait par « Il n'y a de conscience que dans les rues ». Avec envisagé comme une malédiction par Jacques Cornery, l'alter ego de papier de Camus, est considéré comme une chance. Ainsi, les mouches, loin d'être représentées comme des parasites, sont au contraire les bienvenus dans un monde chloroformé par la chaleur, dans lequel elles apportent du mouvement et donc de la vie. Le narrateur met en avant le fait que leur absence en elles crée un manque aux yeux de Jacques. Vous noterez dans cet extrait une petite rupture de construction qui ne doit pas étonner dans un roman inachevé. Ultérieurement, les enfants seront mis sur le même plan que les mouches. Les premiers ont en commun avec les secondes d'être irrésistiblement attirés par les pâtisseries vendues par les marchands arabes et de se faire chasser par ces derniers.
Pour les raisons que je viens d'évoquer, ce n'est pas vraiment dégradant pour les enfants. Mais je reviendrai sur ce point. Quand le narrateur évoque ensuite le parfum du chèvrefeuille qu'il poussait partout, arrosé ou pas, il souligne ainsi que l'agrément de la ville était directement lié à la présence de plantes qui y poussaient anarchiquement. De façon générale, les plaisirs de l'enfance sont liés directement à toute une série de sensations tactiles et olfactives qu'on ne retrouverait pas dans un monde aseptisé où le sauvage urbain n'existerait plus. Le parfum des orangers, par exemple, suffit à procurer un agrément dans un quartier de, je cite, maison misérable. Plus étonnant encore, quand Camus décrit le jet d'eau, en fait une vieille fontaine où l'eau ne coulait pas, il souligne que cet édifice était atteint d'une salissure dont rien ne pouvait venir à bout, de telle sorte que le bassin sentait l'urine et le soleil. Voilà une association de termes pour le moins paradoxale. Il n'est pas interdit d'envisager que la copule exprime ici une réaction de cause à effet, comme si l'ambiance solaire avait besoin de cette odeur d'urine, habituellement pensée comme répugnante, pour être pleine et entière. L'auteur va encore plus loin quand il affirme que son héros et ses compagnons, dans le quartier de l'écurie, respiraient avec délice l'odeur de crottin, de paille et de sueur. Camus présente donc des enfants qui patogent littéralement dans la crasse et en sont aussi heureux que, je cite, des seigneurs assurés de leur richesse irremplaçable. La ville algérienne natale représente donc un monde où l'homme échoue, pour parler comme Descartes, à se faire comme maître et comme possesseur de la nature, mais cet échec, loin d'être une malédiction, est une source d'agrément sensuel. Concernant la discipline dont nous aimons les New-Yorkais au volant, Jacques Cormery et ses compagnons sont pour leur part incapables d'une telle discipline. Ils sont même à la limite de la légalité quand ils font tomber les fruits d'un jardin où l'on cultive les essences les plus rares, et veillent à ne pas se faire prendre par les gardes. Cet extrait évoque irrésistiblement le célèbre passage des Confessions de saint Augustin, où ce dernier raconte de semblables larcins pour implorer le pardon divin. Mais à aucun moment Jacques ne manifeste le moindre remords, restant fidèle à l'enfant sauvage des villes qu'il était. Camus connaissait saint Augustin, dont il avait parlé abondamment dans son mémoire de fin d'études, intitulé Métaphysique chrétienne et néoplatonisme. Il est donc fort probable qu'il écrit ce passage pour exorciser le souvenir de cette confession que sa méfiance envers le christianisme lui interdisait d'approuver. Devant les gardes du jardin, Jacques et ses compagnons prennent des airs de promeneurs indifférents et civilisés. Cette formulation suffit à exprimer qu'agir de manière civilisée n'est pas spontané chez ces enfants du pays. Le narrateur allant jusqu'à dire que le mot même de civilisation ne signifie rien pour la famille de Jacques et aussi on l'imagine pour celle de ses camarades. Il faut d'ailleurs tout le talent d'instituteur, M. Bernard, pour les tirer de la sauvagerie brute. À la décharge de ces petits Français d'Algérie, il faut reconnaître que les adultes, passez-moi l'expression, ne donnent pas le bon exemple. Ainsi, pour reprendre le cas des circulations urbaines, quand le narrateur évoque le combat de ces jeunes héros contre Galoufa, il met l'accent sur le grouillement des rues d'Alger, qui n'a strictement aucun rapport avec la circulation policée de New York. Et quand il décrit le véhicule de Galoufa, il est très clair que ce véhicule, pour le moins rustique, n'aurait pas sa place dans les rues policiers de Big Apple. Cela étant, Galoufa est désigné comme un arabe, mais un arabe bien blanchi. Il est explicitement décrit comme habillé d'européenne et il est fonctionnaire municipal, qui plus est chargé de capturer les chiens errants pour les emmener à la fourrière. Il est donc un représentant de l'autorité coloniale et sa vêture ainsi que son activité manifestent, malgré son véhicule, une volonté de sortir de la sauvagerie dans laquelle vivent non seulement les enfants, mais aussi certains adultes blancs, comme l'oncle de Jacques, qui manifeste une innocence adamique et forme littéralement un couple avec son chien. Rien que pour ça, il apparaît d'ailleurs que sortir de la sauvagerie ne signifie pas se mettre à l'abri de la barbarie, car, contrairement à l'oncle sauvage qui aime et respecte les chiens, Galoufa, l'aspirant civilisé, l'expression est moi, traite ses proies sans ménagement, leur infligeant des traitements cruels. Les enfants prennent donc la défense des chiens errants, considérant que le désordre qu'ils peuvent mettre en ville est 1000 fois préférable au calvaire qu'on leur fait subir. Ces petits Français d'Algérie, qui n'ont pas forcément lu Les Goûts de Rome de Victor Hugo, ont néanmoins compris que la propreté des rues est souvent un leurre qui dissimule la réalité d'une saleté plus profonde. D'ailleurs, s'ils peuvent se... J'ai sauté une diapo. D'ailleurs, s'ils peuvent se permettre d'explorer les cas où les locataires entassent le surplus de leurs biens, c'est-à-dire leurs déchets, n'est-ce pas entre autres parce que leur saleté reste supportable, étant donné qu'on ne cherche pas de l'illusion d'une propreté parfaite en surface. Il ressort de cette première analyse que le réenchantement du sauvage urbain par Albert Camus répond à deux impératifs. Premièrement, un impératif que je qualifierais d'esthétique au sens large du terme, puisque la présence d'éléments sauvages dans les rues algériennes procure une jouissance tactile et olfactive qui s'apparente à la jouissance visuelle et auditive que peuvent procurer les beautés de la nature. Deuxièmement, un impératif éthique, car l'élimination du sauvage urbain, non contente de ne pas être envisagée comme réalisable à terme, devait passer par des actions que l'on peut qualifier de barbares, voire de criminelles. Une entreprise d'élimination du sauvage urbain relèverait donc de l'hubris, ce péché de démesure qui était la pire des fautes dont on pouvait accuser un homme dans la Grèce antique et contre lequel Camus s'employait à lutter.
Chercher à éliminer le sauvage urbain, c'est vouloir faire l'ange, et comme disait Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. À ces deux impératifs s'en ajoute un troisième, que je qualifierais provisoirement, en bannissant évidemment toute portée politique du terme, d'identitaire. Je vous remarquer les guillemets. En effet, l'Algérie natale s'oppose non seulement à New York, mais aussi à la France continentale, que Jacques Cormery traverse pour y trouver la tombe de son père qui est mort à la guerre qu'il n'a jamais connue, tout comme Albert Camus lui-même d'ailleurs. Dans le train qui l'emmène à Saint-Brieuc, il regarde d'un air désapprobateur la nature domestiquée, qui fait l'objet d'une description s'opposant frontalement à l'incipit du roman, auquel il succède de peu, et où l'auteur, avec l'évocation d'une route très accidentée, mettait en avant la domination de la nature sur l'homme, plaçant ainsi la naissance de son héros, qui est une image de la sienne, sous ce signe. L'Algérie camusienne est un monde où l'homme n'a jamais réussi à domestiquer une nature qui refuse à se mettre à son service, faisant ainsi mentir les représentations stéréotypées d'exotisme. Quand l'oncle de Jacques part à la chasse, la nature rappelle sa présence jusque dans le train, la ligne de chemin de fer ayant été construite d'une manière qui trahit la nécessité de composer avec la nature. Il ne faut pas s'en étonner. Lorsque Camus entreprend d'évoquer l'arrivée des premiers colons français, il souligne que ceux-ci ont fondé leur ville sur un territoire sauvage et même indomptable, où l'homme ne domine rien et où le colon finit par être colonisé par le territoire qu'il croyait coloniser. En d'autres termes, en Algérie, le sauvage a ensauvagé l'urbain censé l'urbaniser. Et ainsi pourrait se résumer, d'après l'auteur, l'histoire de ces hommes et de ces femmes déracinés, ou pour mieux le dire, arracinés. De ce point de vue, leur parcours fut assez proche d'autres colons français, elle a dessiné plus heureuses, il est vrai, en l'occurrence ceux qui ont colonisé le Québec et dont Camus parlait déjà en 1946, dans le récit de son périple américain, en présumant qu'il aurait quelque chose à dire sur Québec et sur ce passé d'hommes venus lutter dans la solitude, poussés par une force qui est dépassée, soit exactement ce que d'autres ont tenté avec beaucoup moins de succès en Algérie. Le sauvage urbain, loin d'être un accident dans l'Algérie française, tel qu'elle est décrite dans le premier homme, lui est donc consubstantiel. Les odeurs, les poussières et les plantes invasives sont là pour rappeler aux Français d'Algérie que leur pays est bâti sur l'impossibilité même de dominer la nature, autant dire sur des sables mouvants, confirmant l'analyse de Jean Sarroqui affirmant que l'Algérie française est une entreprise avortée. Si le sauvage urbain est donc bien présent dans le premier homme, c'est parce que cette notion résume ce que sont fondamentalement les Français d'Algérie aux yeux d'Albert Camus, c'est-à-dire, pour reprendre une autre expression de Jean Sarroqui, une ethnie qui endure sa singularité, à mi-chemin entre la sauvagerie brute et l'urbanité parfaite. Le fait que Camus réenchante ce sauvage urbain en mettant en avant ce qu'il avait d'éthique et d'esthétique est symptomatique du contexte dans lequel il travaillait ce roman. En ce temps-là, je ne vous l'apprends pas, se déroulait ce que la presse métropolitaine appelait pudiquement, ou hypocritement diront certains, les événements d'Algérie. Cette situation fut un déchirement pour Camus, auquel il était reproché de ne pas prendre clairement parti dans ce conflit. À cet égard, écrire le premier homme en mettant en avant ce qu'il y avait de sauvage dans les villes d'Algérie semble avoir été pour Camus un moyen de revendiquer un attachement à l'Algérie qui était viscéral et n'était en rien intellectualisé. Le réalisateur Gianni Amelio, qui a adapté le roman au cinéma, ne s'est d'ailleurs pas privé de souligner l'importance de ce contexte géopolitique dans une interview publiée dans le Cahier Verne consacré à Camus, allant jusqu'à en parler comme un livre fortement politique. Ce n'est pas faux. Non. Mais l'importance du contexte ne se limite pas à la prégnance du conflit algérien, et englobe aussi la situation personnelle de l'auteur à l'époque. À la fin des années 1950, Albert Camus était auréolé du prix Nobel de littérature décerné en 1957, et constate que les grands succès ont souvent en commun d'être fondés sur des malentendus. Son statut d'intellectuel internationalement reconnu lui a notamment valu le douteux privilège d'être considéré par la critique et une partie du public comme ce qu'il n'a jamais eu la prétention d'être, à savoir un maître à penser. Dans sa dernière interview, accordée au critique américain Robert G. Spector, il met les choses au point en affirmant notamment « Je ne parle pour personne, j'ai trop à faire pour trouver mon propre langage ». Et en concluant que si son œuvre reflète des préoccupations contemporaines, c'est tout simplement parce que, je cite, « un miroir renseigne, il n'enseigne pas ». Belle leçon de midi. Non content de dénoncer le malentendu, Camus l'explique. Selon lui, la critique française s'intéresse d'abord aux idées, et de ce fait à négliger la part obscure, ce qu'il y a d'instinctif en lui. C'est donc cette part non intellectuelle de sa personne qui devait être à l'honneur dans le premier homme. Ce roman autobiographique devait lui permettre de se revendiquer comme ce qui est fondamentalement resté, et pour parler comme Alain Vercomblé, ce que les autres, nommés globalement et anonymement ils, refusent en lui, l'Algérien. L'Algérien qui, j'ai souligné, est en quelque sorte le sauvage urbain fait homme, et que la critique ne voit pas ou feint d'ignorer derrière le prix Nobel. Souffrant d'un statut qu'il n'a pas désiré, qui lui impose une responsabilité qu'il n'était pas disposé à assumer, et qui lui attire des critiques blessantes s'il a le malheur de rester fidèle à ses origines, il semble urgent de rappeler qu'il n'est pas seulement un intellectuel, mais aussi un sauvage urbain. Non seulement il revendique cette vérité première, mais il la réenchante, en montrant que ce n'était pas lui un monstre, étant donné que c'est précisément de là que lui vient son sens du beau et de l'éthique.
Vous aurez remarqué que ma démonstration aura presque imperceptiblement glissé d'un type de sauvage urbain à un autre, à savoir le sauvage urbain paysager et le sauvage urbain humain. Mais l'extrait où les enfants et les mouches sont mis sur le même plan vous aura peut-être mis, si j'ose dire, la puce à l'oreille. Si je n'ai pas opéré de distinction nette entre les deux, c'est seulement parce qu'il n'y en a pas pour le premier homme, où les protagonistes sont en accord parfait avec le paysage urbain dans lequel ils se meuvent, à commencer par la famille Cormery elle-même. Maurice Weinberg rappelle fort justement que Camus vivait les paysages, ce qui veut dire que le paysage n'est pas chez lui un simple décor défilant derrière le personnage, mais bien un monde à part entière avec lequel ces derniers interagissent. De fait, dans cette Algérie où l'homme est impuissant à dominer la nature, la famille Cormery est présentée comme une tribu de maigres à l'allure nonchalante. Le simple usage du mot tribu renvoie à des racines primitives. La famille du premier homme ne pouvait être qu'une famille de premiers hommes. Les Cormery sont sauvages au sens où ils renvoient à l'image d'une humanité antérieure à ce qu'on appelle la civilisation. L'auteur, qui n'idéalise pas le sauvage urbain pour autant, ne fait d'ailleurs aucun mystère de la rudesse de leurs mœurs, notamment en évoquant la brutalité avec laquelle la grand-mère traite les enfants. Mais ces sauvages n'en sont pas moins bien urbains, comme l'atteste leur souci d'élégance ou du moins de propreté, notamment chez la mère. C'est la même à qui le manuscrit était dédié. L'ameublement aussi, par sa simplicité, peut être envisagé comme une manifestation du sauvage urbain. Jean Sarocki a souligné à juste titre qu'aucune maison camusienne n'est aussi visitable que celle des Cormery, qu'il définit pourtant comme un habitat sans particularité. De fait, cette banalité est capitale dans la mesure où elle représente la sauvagerie des Cormery, qui n'a rien à voir avec la barbarie et reste bien urbaine. À l'image de l'oncle de Jacques, personnage au comportement instinctif et néanmoins dégrossi malgré sa surdité. Jacques lui-même est un personnage au sang chaud dont l'impétuosité le rapproche de Meursault. Vincent Grégoire n'a d'ailleurs pas manqué de faire ce rapprochement pertinent, à cette différence près que, contrairement au héros de l'étranger, vaincre physiquement un homme n'est pas indifférent à Jacques, qui n'est pas fier de sa victoire facile au combat, et en est d'ailleurs puni par l'autorité scolaire, incarnée par cet instituteur qui lui tient lieu de père spirituel et dont le jugement ne semble pas s'ouvrir à la discussion. De ce point de vue, Jacques Cormery et sa famille peuvent être envisagés comme l'incarnation d'une contradiction qu'Albert Camus revendiquait. Quand Spector lui demandait s'il s'identifiait à Meursault, l'auteur répondait « Par nature, je suis certainement cela, mais par volonté et réflexion, j'ai essayé de ne pas me séparer de mon temps. » Je souligne en introduction le caractère paradoxal de l'expression « sauvage urbain ». Le premier homme peut donc être envisagé comme une démonstration camusienne, peut-être que les deux termes ne sont contradictoires que pour une conscience qui n'aurait pas connu empiriquement la vie du sauvage urbain. C'est pourquoi, plutôt que d'un impératif identitaire, le terme pouvant entraîner un certain malentendu, je parle plutôt, pour boucler la boucle, d'un impératif existentiel. Pour résumer, le réenchantement du sauvage urbain dans le premier homme répond donc sous ses différentes manifestations à un triple impératif directement lié au contexte dans lequel Camus avait entrepris l'écriture de cette œuvre restée inachevée. Impératif esthétique, d'abord, de rappeler l'agrément que le sauvage urbain paysager procure à la sensibilité à une heure où l'urbanisme cherche à l'éliminer. Impératif éthique, ensuite, de rappeler qu'assumer le sauvage urbain, non seulement d'un point de vue paysager, mais aussi comportemental, permet d'éviter de commettre des actes barbares. Impératif existentiel, enfin, pour l'auteur, de se révéler en public en tant que sauvage urbain et de casser son guide spirituel. Au final, cette notion que Camus n'avait pas pu connaître n'en fournit pas moins une grille de lecture satisfaisante pour son ultime roman laissé inachevé, et peut-être même pour toute son œuvre. En effet, au cours de sa dernière interview, quand Spector lui demanda pourquoi il avait utilisé des styles et des esthétiques très dissemblables d'un livre à l'autre, Camus répondit « Les styles ne sont pour moi que des moyens, mais le service d'une fin unique, que je connais à peine. » Il ajouta peu après « Si les techniques d'art me passionnent et si je cherche à les posséder, c'est que je veux pouvoir m'en servir librement, les réduire au rang d'outils. Le style n'était donc pour lui qu'un outil destiné à lui permettre de relever ce qui constitue le défi de toute littérature, à savoir dompter, ou plutôt façonner, le matériau brut de l'imaginaire, de manière à lui donner une forme qui rende communicable à autrui. En d'autres termes, urbaniser cette puissance sauvage qu'on nomme l'imagination. Rien que pour ça, vous affirmez que tous les grands écrivains, et même tous les grands artistes, sont à leur façon des sauvages urbains. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation passionnée et passionnante. Je laisse maintenant la parole à Marianne Selka qui va nous parler d'envahissement végétal et animal comme futur désir. Déceler ce qui participe de l'imaginaire de la ville aujourd'hui, tout en suivant une trajectoire qui irait de l'idéal de béton au sauvage idéal. Georg Simmel est sans doute l'un de ceux qui ont le mieux saisi l'atmosphère sociale générée par les grandes villes au début du XXe siècle. Et si elles ont été marquées par le règne de l'anonymat,
de l'impersonnalité des échanges, disait-il, elles ont aussi été le lieu dans lequel se sont manifestés avec le plus d'intensité les effets du progrès technique, scientifique et moral, comme il a été question déjà dans l'intervention précédente. L'assainissement de Paris, par les travaux haussmanniens au cours de la seconde moitié du XIXe, a achevé l'ordre social prémoderne et sa topographie médiévale. Le vieux dicton allemand « l'air de la ville rend libre », cité tant par Hegel, Marx ou encore Weber, traduit bien l'idée selon laquelle l'urbanité a été le moyen de se désaliéner des lois de la nature, mais aussi celles plus arbitraires des hommes. Et les enceintes de la ville protègent de la fureur du temps, et la modernisation de l'espace urbain s'est matérialisée d'est en ouest, reposant sur cette injonction. Nos vies doivent être construites sur des fondations solides, comme du béton armé, tiré de ce petit documentaire que je vous conseille, Rouge, l'art au pays des soviets. Le fonctionnalisme de Le Corbusier, entre autres, défini par la charte d'Athènes à l'occasion du 4e congrès international d'architecture moderne en 1933, a œuvré à la création d'un outillage d'urbanisme à l'usage de la société machiniste. Cet élan s'est poursuivi aussi dans l'idéal de transparence, que ce soit au travers des vitrines des passages parisiens ou de l'architecture hyper moderne. Le verre s'est associé au fer et au béton pour l'avènement d'une société de la surveillance et d'un hygiénisme urbanistique généralisé. Norbert Elias a su montrer comment le procès de civilisation, initié déjà au XVIe siècle, a consisté en un raffinement continu des relations interpersonnelles, et les manières d'être en société, en ville précisément, n'ont cessé de se raffiner, et paradoxalement, c'est à mesure que les citadins deviennent plus délicats qu'ils en viennent à chérir, non sans fantasme, la nature et les modes de vie dits naturels. Là, je fais un petit parallèle, mais je ne creuserai pas la question du survivalisme, bien entendu, mais entre les premiers loisirs en plein air et ce que l'on connaît aujourd'hui à travers la notion de survivalisme ou de prepper. Le retour à l'état naturel, qu'ont appelé jadis de leur vœu les naturiens, n'applique pas pour autant un retour véritable à la nature, sauf pour quelques célèbres personnes, comme Soro, David Henry Soro, dont on a évoqué la personnalité tout à l'heure, et puis Mac Dodge, aujourd'hui survivaliste du XXIe siècle. Mais plutôt cela renvoie à l'idée que l'idéal cartésien moderne, qui visait à dominer la nature, végétale, animale et humaine, contenait déjà en germe les ressorts de son propre renversement. Donc j'en viens à ce retour du sauvage. Le retour du sauvage, symbolisé en partie par une végétation luxuriante, peuplée d'animaux sauvages, est un élément constitutif de l'imaginaire de l'urbanité contemporaine. Il y a là un épuisement de l'imaginaire du béton moderne qui était schizoïde et donc forcément binaire, donc cet épuisement a conduit progressivement à la fusion des espaces urbain-rural, culture-nature ou encore civilisé-sauvage. Patrick Tacussel, de l'université Paul Valéry, dans Mythologie des formes sociales, écrit que l'œuvre romanesque peut refléter la société, ses conflits et rendre perceptible un environnement culturel. En ce sens, il est permis de penser que les œuvres de science-fiction, ou plutôt de speculative fiction, de la fin du XXe, nous suggèrent des tableaux idéaux, voire des anticipations de ce qui est voué à se réaliser. Donc en s'appuyant sur de nombreuses productions culturelles, de la photographie aux jeux vidéo, en passant par le cinéma, la littérature, mais aussi des projets d'architecture ou de design fiction, nous pouvons percevoir et tenter de capter les mutations de l'espace social et des environnements urbains dans leur signification profonde et sociologique. Les rapports entre architecture, nature et comportement humain, eh bien, ils sont au cœur des récits de James Graham Ballard. Dans sa trilogie de béton, donc composée de l'île de béton, IGH et Crash, l'auteur dessine les dynamiques socio-culturelles qui se déploient dans l'architecture moderne, tandis que dans son cycle des Apocalypses, il explore ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le réensauvagement du monde urbain. D'autres romans aussi, L'Ultime Cité, Appareil volant à basse altitude ou encore Hello America, décrivent des espaces urbains abandonnés au végétal et à l'animal. Le genre dit post-apo, bien qu'à l'état germinal dans quelques récits antérieurs, s'est surtout développé à partir du choc post-atomique.
C'est-à-dire que la catastrophe a déjà eu lieu, évidemment à Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, mais aussi à Tchernobyl et donc à Pripyat le 26 avril 1986, et plus récemment encore à Fukushima le 11 mars 2011. Ces villes qui sont mortes d'un point de vue humain et d'où rejaillit la nature, Mike Davis en parle fort bien dans son essai intitulé Dead Cities, publié en 2002, me semble-t-il, en tout cas en français. Il y évoque les bombardements sur le Japon en tant qu'ils inaugurent des stations expérimentales inopinées permettant d'observer la nature urbaine rendue à la liberté. Il fait d'ailleurs référence à d'autres auteurs comme Richard Jeffries, After London, de 1885, et discute de la manière dont la guerre a été le catalyseur d'une expansion rapide d'une nouvelle flore urbaine que l'on désigne parfois par Nature 2. Revenons à Ballard avec un court extrait d'Hello America. La jungle avait envahi les quartiers entiers de la ville et le néon des dunes et du Desert Inn luisait à travers un enchevêtrement de vignes vierges et de fougères géantes. Il décrit ici Las Vegas et ses environs qui, suivant un renversement climatique soudain, se sont tout entiers végétalisés. Comme ils le découvrirent bientôt, je reprends la citation, et donc là il parle des protagonistes, la forêt était envahie par toutes les espèces possibles de vie sauvage, descendant des oiseaux et mammifères rendus à la liberté un siècle plus tôt par des gardiens de zoo. Il y a là une sorte d'idée fixe, pour le dire comme Paul Valéry, une idée obsédante que l'on retrouve dans nombre d'œuvres romanesques, filmiques et vidéoludiques, l'entropie, donc la propension au désordre comme principe de transformation des environnements naturels, techniques et sociaux. Cette entropie, elle tient dès les années 60 une place cruciale dans les récits de SF, et chez Ballard déjà en 62 dans Le Monde englouti, un roman dans lequel la Terre, après avoir subi plusieurs explosions solaires, se voit submergée par les eaux, et alors face à une faune et une flore revenues à l'ère triasique, c'est-à-dire juste avant le Jurassique, le destin de l'homme se confond avec le retour aux ténèbres et à une conscience primitive de l'univers. En somme, ces romans et d'autres mettent en scène la problématique de l'involution des environnements et des civilisations, la réversibilité des écosystèmes naturels et humains. Et cela renvoie à une part davantage nocturne, selon les catégories de Gilbert Durand, de nos imaginaires occidentaux. Cette dimension anthropique, chez Ballard et chez d'autres, invite le lecteur ou le spectateur à contempler une sorte de futur fossilisé qui se présente en même temps comme une archéologie du temps à venir. C'est là que réside la force anticipatrice des œuvres de SF. Ils sont des indices d'une angoisse collective, caractéristique d'une époque, la nôtre, où nos capacités de production et les manières que nous avons de les organiser deviennent en quelque sorte incompatibles. Un moment où se pose la question de l'épuisement des ressources et des méfaits de la technique moderne. C'est là que nous passons, me semble-t-il, de l'angoisse anthropique à la projection d'un idéal sauvage. Via la production d'œuvres culturelles, cette angoisse collective s'est transmuée ou en quelque sorte métabolisée en une perspective souhaitable. Pour reprendre les mots de Gilbert Durand, figurer un mal, représenter un danger, symboliser une angoisse, c'est déjà, par la maîtrise du cogito, les dominer. Alors voyons quelques-uns de ces supports culturels qui semblent témoigner de cette maîtrise par le cogito. Tout d'abord, imaginez de vastes prairies urbaines. Le site expérimental Urban Jungle Street View propose une version alternative de l'application célèbre de Google. Après avoir choisi une ville parmi celles disponibles ou avoir accepté la géolocalisation de votre position, vous pouvez pérégriner à travers une ambiance urbaine version tropicale rappelant les descriptions hallucinées de Ballard. Ces images font écho à de nombreuses œuvres devenues cultes, tant dans le domaine vidéoludique que cinématographique. Entre autres, je ne les décrirai pas en détail, Wasteland ou The Last of Us sur console et PC, I'm a Legend ou La planète des singes. Ils sont tous en fait des sortes de réservoirs d'images qui participent à l'imaginaire de la ville sauvage. Dans ces fictions, le retour à la sauvagerie végétale et animale n'est pas toujours favorable, bien entendu, mais il invite toutefois au ravissement et à la contemplation. Aujourd'hui, le retour du végétal dans les villes s'engage dans une ambition écosystémique, voire écosophique au sens de Michel Maffezoli, c'est-à-dire qu'il invite à un mieux-être, à un mieux vivre.
Et donc il y a, au-delà de quelques déceptions donc purement pragmatiques, et je reviendrai plus tard, un certain renversement des valeurs, faisant du végétal envahissant non plus un problème ou le signe d'une punition naturelle ou divine, mais bel et bien l'élément central d'un futur désirable reposant sur la confusion des espaces jadis distincts. Nature, culture, le projet de la ville-forêt dans la région du Gyeongsi, excusez ma prononciation. On a les montagnes chinoises, Cloud Mountain à Singapour, la petite ceinture de Paris, la High Line de New York, fusion du rural et de l'urbain avec les fermes urbaines de Grenoble ou les bergeries dans la cité, dans la Seine-Saint-Denis, ou encore le futur projet, la plus grande ferme urbaine prévue sur le toit du futur pavillon 6, porte de Versailles, futur Zion de l'agriculture urbaine mondiale. Et enfin, dehors, dedans, donc fusion toujours, le projet des 1000 arbres à Paris, de l'architecte Su Fujimoto, à propos duquel l'architecte déclare qu'avec 1000 arbres, vous voyez comme dans un rêve un village flottant au milieu d'une forêt dans Paris. Donc des villes mangroves, des villes forêts écosystémiques deviennent des éléments fondateurs de l'imaginaire de l'urbanité d'un futur proche, tout en exprimant la fusion du bios et du techné. Tentant de pallier les problématiques écologiques, celles des futurs réfugiés climatiques, ces villes qui se profilent à la fois sur la terre ferme et au-delà des berges aspirent à une autre expérience de l'urbain. À partir de structures hybrides, alliant des matériaux sophistiqués à des figures végétales, alvéoles et rhizomes, mais aussi animales, les villes de demain reprennent quelques dynamiques propres aux utopies classiques, notamment la reconcentration des ressources énergétiques, économiques, agricoles, domestiques, au cœur d'ensembles complexes. Vincent Caillebout, dont vous avez vu quelques projets, il était un des fers de lance de ce que l'on appelle l'archicologie, contraction d'architecture et d'écologie, en faveur de systèmes autonomes capables de produire, consommer et recycler l'énergie, la nourriture et les déchets. Un travail dans lequel résonnent les anticipations de la SF, mais qui génère parfois quelques effets pervers. Et pour terminer, j'aimerais relever justement les quelques difficultés relatives à cette urbanité complexe, ensauvagée, où cohabitent les mondes humains, animaux et végétaux. Je fais référence à un article qui est paru en 2014 dans Rue 89 et qui s'intitule « La vie en écoquartier, c'est beau, mais il y a plein de bestioles », dans lequel on peut repérer les propos de Madame B, qui ne comprend pas pourquoi la façade végétalisée, dont l'objectif est de limiter la surchauffe l'été, est installée aussi près de son balcon. Donc je la cite. « C'est magnifique, du lierre, on a du lierre qui pousse de partout. Il m'envahit, mais bon, c'est un mur végétal, il paraît que c'est très beau. Mais en attendant, il y a plein d'araignées, il y a plein de bestioles, ça fait franchement crade. Et toutes les petites bêtes qui vont avec, donc moi, je mets du produit spécial, parce que franchement, les araignées sur le balcon, c'est un peu flippant. Voilà un des effets pervers ou paradoxe des conséquences, sens de Max Weber, qui résulte de l'enchevêtrement des environnements humains, végétaux et animaux. L'anthropologue Tim Ingold discute justement de l'interpénétration de ces mondes dans la continuité de Jacob von Uexküll. Et donc il considère l'homme comme un artisan de son monde, il crafte son milieu, et l'environnement se définit comme une zone d'interpénétration à l'intérieur de laquelle nos vies et celles des autres s'entremêlent en un ensemble homogène, plus ou moins homogène. Un entrelacement de lignes, comme un tissage, c'est le sens précisément de la notion de complexité, qui vient de complexus, qu'il conviendrait de mettre en relation avec la pensée de Peter Sloterdijk, le philosophe allemand qui rappelle, dans son ouvrage Règles pour le parc humain, que les hommes sont des créatures qui, où qu'elles vivent, créent autour d'elles un espace en forme de parc. Alors, toute réflexion politique, et l'écologie en étude, est en vérité une réflexion sur les règles de la gestion du parc humain. Donc je crois que c'est bien cela qui est en jeu aujourd'hui, définir quelles seront les règles pour les parcs humains de demain. Voilà, je vous remercie et je vous laisse un dernier projet du russe Alexander Remizov, The Ark.
Merci. Je n'ai pas de micro, je me permets de parler sans micro. C'est maintenant au tour de Marine Latermite qui va nous parler des écoréseaux scripturaux, la nature en ville. La dernière fois, donc aujourd'hui, j'essayerai d'aborder un autre sujet qui concerne plutôt les éco-réseaux scripturaux que j'ai pu envisager dans deux romans qui représentent, qui ont affaire à la ville de Paris, La clôture de Jean Rollin et Avant de disparaître de Xabi Moga. Donc, la ville est de plus en plus un atelier controversé du vivant à cause des tensions qui la traversent et qui retravaillent ses conditions ontologiques, repliée sur elle-même pour se protéger de l'extérieur, dénaturée selon le rêve parisien de Baudelaire, banc d'essai du pouvoir politique, artifice au cœur des utopies et des plans fonctionnels, elle se modifie sans cesse en fonction des principes de l'organisation spatiale et des facteurs de désordre qui la rendent modulable à l'infini. Les matériaux qui la composent, les formes d'interaction qui l'animent, composent un écosystème à la recherche de nouveaux équilibres. Certes, si l'urbain porteur d'humain doit faire face au règne naturel, animal, végétal, minéral, et à leurs écarts en tant que ressources du tri, les transformations actuelles de l'environnement mettent à l'épreuve la notion de biomimésis et ses atouts scripturaux. La forme, le procédé de synthèse de ces composants naturels ou anthropisés, ainsi que leur organisation, forment les éléments incontournables sur lesquels le vivant peut s'appuyer pour se régénérer. Sa mutation constitue l'un de ses traits intrinsèques. Comme dans toute écriture, sa présence peut réactiver les situations dormantes et rendre leur état en devenir. L'opposition et la complémentarité entre le minéral et le végétal structurent la ville en fonction des exigences manifestées au fil du temps. C'est dans ce cadre que l'évocation des apocalypses, l'exploitation des dystopies dont les imaginaires contemporains, non seulement de science-fiction, se proposent comme des chantiers pour interroger le profil problématique de l'espace urbain actuel. Par exemple, des mauvaises herbes de Ruines de Rome de Pierre Singe et de son projet d'une ville de sable avec Patrice Quillofer dans Géométrie dans la poussière, au choix citadin de Patrick Modiano ou de Jean Echnoz, une approche végétalisante finit par s'imposer. D'ailleurs, à la présence du verre, envahissante comme dans le cas de Ruines de Rome, ou rare comme dans le cas des clairières de Jean Echnoz, suit aussi l'effet végétatif propre du virtuel avec les sous-entendus ou les anticipations. Juste une petite parenthèse, Ruines de Rome est un roman publié chez Vertical en 2002 de Pierre Singe où un employé du cadastre parsème dans toute la ville des graines qui permettent en fait qui devraient permettre de réaliser une sorte d'apocalypse végétale. Du point de vue scriptural, c'est un roman qui se fonde sur, se constitue comme un dictionnaire poétique parce qu'il y a toute une série d'entrées avec les noms des plantes, nommés non selon le code scientifique de Linné, mais à travers leur dénomination poétique. Et à l'intérieur de chaque entrée, on trouve des indications, un principe sur la narration, sur le récit qui va se constituer. De même, le projet de ville de sable qu'il a réalisé est un livre maquette où il pose carrément le problème de la fragilité aussi de l'île. Quant à la clairière de Jean Echnoz, donc c'est là l'univers urbain se retrace des petits passages, des petits extraits où on peut retrouver des concentrations du végétal. Quant au choix citadin de Patrick Modiano, là ce sont les trous des personnages qu'il parsème en fait dans ces parcours dans le brouillard. Donc cet effet, on passe du végétal au végétatif selon ce processus du virtuel. Et de même, les cités végétales de Luc et Chuentin confirment également cette tendance au niveau architectural. Face au déclin du monde post-industriel, il propose une nouvelle symbiose entre l'homme et son environnement en exploitant le vivant comme matériau de construction. Avec toute la fragilité des organismes vivants, cet architecte estime assurer un avenir durable à la ville, pourvu qu'elle se fonde sur les rythmes biologiques, les seuls capables de la protéger et de la régénérer.
d'où la nécessité de se mettre à l'écoute et en communication avec l'ordre naturel. Et par conséquent, la présence des plantes et des arbres ne témoigne pas seulement d'un décor varié, mais leurs anomalies et leurs incohérences favorisent l'installation du sauvage là où il ne devrait pas exister. C'est là le bonheur de l'affaire littéraire de la nature en ville. L'écriture se fait alors porteuse d'un éco-réseau capable de tisser les différents mécanismes d'interaction parmi les différents acteurs biologiques. Sans négliger l'attention portée par d'autres sciences à ce sujet, de l'architecture aux neurosciences, et je pense notamment à l'intelligence des plantes de Stefano Mancuso, à la botanique, à la zoologie, cette communication vise alors à analyser comment les imaginaires urbains de Jean Rollin et dans la clôture, ou de Xavi Molia, dont Avant de disparaître, les deux textes sont parus, le premier chez POL en 2001 et Avant de disparaître chez Seuil en 2011, comment ces parcours explorent et exploitent les symbioses scripturales. Sensibles au réel et aux dérives du visionnaire, les univers romanesques de ces deux auteurs, avec leurs analogies et leurs différences, mettent à l'épreuve les ressources des règnes naturels pour configurer le sauvage. L'impact de l'écriture avec cette condition biomimétique, désormais incontournable pour dire la ville aujourd'hui, constitue un défi à approfondir afin de faire ressortir et questionner la spécificité et les enjeux de la parole sauvage dans un espace qui lui est incongru. Donc le premier volet se concentre sur la clôture et vers le passé, un regard vers le passé, avant de passer vers le futur, avec Avant de disparaître de Xavi Molia. Donc avec la clôture, Jean Rollin reparcourt la ville de Paris à travers des échos spatio-temporels. Et permettez-moi de indiquer avec écho sans et avec H. Des échos spatio-temporels qui mettent en relation la vie de Michel Ney avec la vie du boulevard qui porte son nom. Vie du boulevard, identifiée notamment avec la vie de trois personnages au destin croisé. Gérard Cerbère, rescapé de plusieurs Bérésina, qui vit dans sa caravane. Lito, un officier des forces armées zaïroises. Genka Trifonova, une Bulgare assassinée sur un talus de la rue de la Clôture. La fenêtre d'un hôtel qui anime aussi l'incipit en italique de ce texte ne représente pas seulement le pilier géométrique pour gérer le double feu de l'ellipse narrative, mais oriente le regard vers la double souche du réel. Les références à la vie de ce maréchal de France, né la même année que Napoléon Bonaparte dans une bourgade de la Sarre, et mort fusillé à l'angle des jardins de l'Observatoire, côtoient trois existences actuelles de rupture avec le paysage environnant. En partageant des échecs, les personnages évoqués interrogent les espaces capables de bouger en autonomie et de mettre en relief les données biographiques en fonction des marqueurs. La fenêtre favorise ainsi la construction par écho des tons et des espaces. Ce point de vue engendre des réseaux du vivant où la coexistence des variables de l'humain dialogue avec les autres règnes naturels. C'est le cas du mur aveugle du jardin du restaurant de la Chartreuse, coordonnée actuelle, qui est utilisé pour aller en arrière et fixer la place du supplicié. Un autre exemple d'incongruité concerne le rappel de la veille d'une bataille de Napoléon, associé à celui du distributeur automatique de plats chauds en panne dans le hall de l'hôtel Formule 1. L'action de la fenêtre est toujours nuancée par le végétal qui témoigne d'un processus de végétalisation de la ville. Comme la présence humaine est de plus en plus succincte et porteuse d'éléments de brisure, racailles, petits vieux putes, toxicomanes, anachorètes, la lumière des étages met en mouvement les immeubles en confirmant le rôle de médiation de la fenêtre, symbole aussi du retrait de l'espèce humaine. Or, chaque fenêtre introduit un exemplaire de la végétation prêt à coudre un tissu urbain conscient de la fonction restreinte de l'humain. Ce paradoxe dévoile le déclin de l'humain, mais non du vivant. En effet, le sol pleureur, musclé comme un humain, ou la façade guillochée de la maison de Gauguin encadrent les images qui apparaissent par les fenêtres de la bibliothèque de la place Saint-Georges. De même, les plus hautes branches d'un platane sont à la hauteur de la fenêtre de la chambre 616 au 6e étage, la chambre de Jean Rollin, mais loin d'être seulement un identificatif spatial, elles interagissent avec un couple de pies qui y fait son lit. Les platanes abrite aussi une colonie d'étourneaux, mais cette liaison avec les animaux favorise l'action anti-pollution des végétaux.
Les acacias sont au cœur d'un système écologique puisque leur pouvoir olfactif favorise l'apparition de sensations aquatiques qui qualifient l'espace qu'elles définissent à l'aide incongrue des panneaux publicitaires des usines d'autrefois. D'autres arbres anonymes, dont Jean Rollin souligne la floraison comme marque de vie, accompagnent la dimension minérale du récit. Certes, la crise des usines apparaît à travers le vide des espaces publics qui d'habitude devraient être bondés. Réseau des SNCF, du périphérique, café. La seule identité capable de s'imposer se range du côté du végétal et non de l'humain, comme dans le cas du cerisier de la gare de Pantin qui se couvre de fleurs au mois d'avril. Le minéral n'est pas négligé, étant donné l'attention portée aux portes métalliques et à tout outil en fer, mais l'image de l'asphalte qui respire à la place des humains assure avec son incongruité une trace active de l'écoréseau rôlien. Quant au lien végétal-animal, les chiens morts, les chevaux en putréfaction, images qui rendent les grands sacs destinés aux poubelles, dressent un portrait plus ponctuel du déclin. Or, si la figure du chien errant est très répandue dans tous les textes de Jean Rollin, où elle s'installe pour donner du sel à la docu-fiction, le cheval dévoile ici un lien plus étroit avec les traces historiques du maréchal Ney. Au titre de guerre, il transforme le maréchal. Une fois descendu du cheval, de demi-dieu, il devient enfant, comme un personnage des manèges ou de l'école du cirque. Anomalie active, capable de rappeler les deux plans narratifs de la clôture. Les oiseaux sont aussi parsemés le long des pages avec une attention toujours particulière au double sens des expressions, comme dans le cas des attaques à nez tournant, tactique sur laquelle le maréchal Ney avait tergiversé dans le cas de la bataille de Bozen. L'écosystème de la clôture dévoile comment les anomalies naturelles que l'écriture met en valeur permettent de déjouer toute régularité géométrique et historique et de faire émerger l'autonomie de la nature en ville comme matériau de construction. Alors, essayons d'aller vers le futur avec Chaby Molia. Toujours attentif à la notion de catastrophe, Chaby Molia en explore les enjeux dans son activité artistique multiforme, des poèmes aux romans, en passant par ses réalisations cinématographiques. Dès la citation extraite du Paradis perdu de Milton, qu'il place en exergue dans Supplément au monde des inhabités, l'attrait pour la misère et pour la mort oriente la condition humaine vers une forme d'éternité qui s'appuie sur la capacité d'abîmer toutes sortes de bonheur. Dans le contraire du lieu, la quête spatiale rend tangible la dévastation, non seulement à travers l'organisation des pages et des caractères changeants des lignes, mais aussi à travers la description du jour de la fin du monde qui touchera de près les activités quotidiennes et qui suffoquera les voix des citoyens désormais inactifs en faveur des médias, seul moyen capable de retenir l'attention des humains face aux désastres environnants. Et ce n'est qu'en constatant le vide que la crise peut engendrer un nouveau début. Molia propose même une théorie des catastrophes, je cite, « théorie qui, à partir d'observations empiriques de la forme d'un système ou de processus discontinus, tente de construire un modèle dynamique continu ». Or, avant de disparaître, poursuit cette recherche à travers une histoire d'amour au cœur d'une guerre civile imaginaire, celle qui a lieu dans une France atteinte par une épidémie d'infectés. Et lorsque tout tourne vers une catastrophe mise en évidence par un quotidien sapé dont c'est nécessité inéluctable, le médecin Antoine Caplan découvre un réseau clandestin qui essaie de lutter contre et avec les malades. La profession du personnage principal incarne une pratique hygiéniste qui a toujours accompagné un processus naturel de guérison bien avant toute révolution médicale. Pensons notamment aux tentatives faites à l'époque des Lumières et qui sont encore loin de la révolution scientifique de la seconde moitié du XIXe siècle et de ses conséquences sur la nouvelle organisation spatiale et sociale de la ville. Transformés en êtres bestiaux assoiffés de violence, les souffrants de Chaby Molia s'opposent à la décision des institutions de les abattre. Le projet humain, à savoir le livre qui circule en cachette comme acte de défense, contribue à créer et à soutenir des liaisons, des connivences pour survivre. Ces extraits sont parsemés tout au long du roman et reparcourent la notion de catastrophe comme début d'un monde nouveau. De plus, Chaby Molia confirme que l'espace et le temps constituent les coordonnées essentielles pour fixer toute convention humaine.
Ce projet passe par l'homme, le seul qui soit libre, le seul qui parle, le seul qui rit, le seul qui ait des outils, de la mémoire, des ambitions pour sa progéniture. Entouré d'animaux et de végétaux, transformé par son habilité de faiseur de noms et de nouvelles formes d'espace, il commence à s'inquiéter au moment où son esprit critique et la conséquente lecture mélancolique du temps perdu, celui de la nature des origines, s'imposent. Mais en reconnaissant encore une fois le caractère cyclique des catastrophes, Molière rassure sur le fait que l'homme a fait ce qu'il devait faire. La violence et la destruction font partie de son plan. D'ailleurs, au fur et à mesure que le médecin poursuit sa recherche, il découvre d'autres réflexions sur ce projet qui prévoit le déclin comme solution inévitable pour mettre fin au temps de l'humain. Tout est poussière, tout est destiné aux ruines, malgré les efforts des acteurs de la mémoire, des fonctionnaires qui essayent de rendre éternel ce qui n'est qu'éphémère. Les infectés apparaissent pour aider les hommes à disparaître, afin que le projet humain s'accomplisse. Les attentats, le sabordage, les désastres sont le résultat de leurs actions, de leurs interventions pour modifier à leur gré les situations de survie, de résistance face à la mort. Et c'est à partir de ces données que les propos des infectés se répandent à tel point que des survivants, convaincus que le monde se portera mieux sans l'homme, se rangent de leur côté. Dans ce cadre, la relation entre les trois règnes établit une écho avec et sans H scriptura. Dès le début, les animaux établissent une présence active de la narration. Le chien apparaît pour évoquer l'odeur d'un sans-abri devant la porte d'un immeuble. Et si l'animal n'est pas présent, c'est le processus d'animalisation de l'humain que cette donnée installe et fait développer jusqu'à la fin, là où la pauvreté de la terre est associée au manque d'animaux, notamment au manque de leurs sons et de leurs odeurs. La transformation est au cœur de la maladie puisque les hommes se modifient en animaux communs, un chien, un loup, un lynx. Et en tant que bêtes enragées, leurs corps destinés à la putréfaction sont décolorés avec des taches sombres, présentent des irritations et des altérations des traits, comme la langue grosse et noirâtre. La graduelle modification des hommes en animaux se répand, même si la conscience des distinctions se déploie en mettant en question le fait que les animaux ne font pas la guerre, puisque ce trait est propre au comportement humain. La peur d'être proie des animaux émerge également dans le rêve que le médecin fait d'un rapace. Molière associe Lois à une femme frivole, reconnaît à Hélène, le personnage féminin principal, la femme du médecin, une nervosité de petit animal qui s'attend à être abattu. Donc les personnages sont très souvent présentés comme bestiaux, mais leur bestialité peut ne pas faire peur. Les seules comparaisons que l'écrivain établit sont orientées vers les animaux, comme si ces bêtes pouvaient garantir les défaillances narratives et faire émerger les piliers de la mutation future. C'est le cas des voiles de bruine qui ondoyaient dans la nuit tombante, comme des essaims d'insectes translucides, des nuits noires qui glissent et ondulent comme des bancs de poissons derrière un écran pâle. À la lune, à l'allure féline attribuée aux infectés, l'auteur reconnaît un caractère majestueux encore plus distingué, mis en relief par la perception olfactive de la putréfaction de ces personnages, morts et vivants à la fois. Si les comparaisons amplifient des séquences, par l'exploitation de l'effet animalier, les animaux animent également des apparts qui concentrent l'action. Et c'est le cas de l'oiseau, qui s'était heurté à la vitre des porte-fenêtres, des oiseaux qui avaient mangé la tête des cadavres, ou notamment de la présence incongrue d'une mouette à Paris, signe du bouleversement produit par la dévastation en cours. Quant au minéral, le champ des ruines exploite la spécificité de ce règne, à savoir son caractère inexpressif. Le végétal évoque l'incongruité des forêts qui jouent au cache-cache avec l'urbanisation. Et dans cet endroit aux frontières instables que la brume enveloppe, les infectés se mettent à l'abri pour se rassembler, pour organiser leur défense. Par conséquent, entre dedans et dehors, les plantations constituent un banc d'essai pour tout ce qui agit de l'extérieur. Les pots de fleurs enrichissent le décor urbain, mais à l'envers, puisqu'on les apprécie au moment où ils sont abîmés et qu'ils ne sont plus en place. La végétation est donc une marque d'abandon lorsqu'elle est abondante, comme dans le cas des clématites, et des arbustes qui envahissent les lieux et qui refroidissent l'ambiance. Dans le silence de la dissolution, il n'y a que les herbes qui frémissent et qui assurent un signe de vie. Le changement de leur couleur, du vert au rouge, témoigne du sang de la décomposition. Et pour rendre la peau d'un cadavre, Molière utilise le vert en jouant sur son ambivalence entre le fait d'être symbole de vie et le fait d'être indice de mort. Mais tout corps en décomposition est couché dans l'herbe mouillée.
De plus, au lieu de la forêt comme un droit collectif, Molière utilise les arbres lorsqu'il déplace son attention sur la ville pour rendre leurs individualités compromises par les incendies et désormais dépourvues de végétation avant de reprendre l'image de la forêt comme lieu pour recommencer. Outre la référence spatiale, les végétaux en ville sollicitent aussi un aspect thérapeutique, comme dans le cas des eucalyptus. Or, le végétal est un soutien pour l'humain en train de disparaître, dans le respect du rythme naturel des saisons qui ne change pas. Le minéral enveloppe tout et loin d'être une sorte de vide, il engendre un plein. Donc, je cite, « Tout change dans la nature, le mouvement est un tout et jusque dans la pierre la plus inerte en apparence. Même le passé bouge, voilà la grande vérité, et ce que nous faisons maintenant, nous attendons que quelque chose bouge. » Donc, pour conclure, en tenant compte de toutes ces incongruités qui, loin de distinguer les trois règnes, établissent d'autres liens entre eux, la topographie de la ville de Paris, très ponctuelle, se transforme de manière à faire de la ville une fortification avec des barricades tant sur la terre que sur le fleuve. Et la dévastation qui concerne tant la banlieue que la centre-ville se colorie des nuances de gris, expression du trouble et des ombres qui s'étalent partout, suite aux déflagrations et qui ouvrent des failles pour aller au-delà de la catastrophe. Donc, tourner tant vers le passé que vers le futur, les deux paris de Jean Rollin et de Savimolia montrent que l'humain ne rime plus avec l'urbain et que la ville est de plus en plus accessible à la sauvagerie. Mais cette condition n'indique plus le retour à un vestige d'un primitivisme rude, mais plutôt à un système complexe où la matière brute brise toute hiérarchie et interroge les relations des règnes naturels selon des critères d'horizontalité et de proximité. Loin d'être une marque d'inhospitalité, le sauvage en ville engendre des réseaux qui intériorisent le déclin de l'humain pour en faire ressortir la spécificité à travers le végétal, l'animal, le minéral. Cette démarche se présente comme écologiquement littéraire, non parce qu'elle se révèle attentive aux questions de l'environnement, mais parce qu'elle met en mots la mutation consciente du tri, du recyclage, en s'appuyant sur le réservoir des savoirs de la vie. Et je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci Marie-Léna et merci à vous trois pour cette belle présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, qui a été terminé là, il y a quelques mois. L'écho littéraire entre les différents règnes que vous nous avez présentés dans les deux romans. Est-ce que ces échos prennent aussi une forme particulière, une structure particulière? Est-ce que, autrement dit, l'écho entre minéral, animal, végétal, ça apparaît aussi sous une certaine apparence formelle? Un peu comme vous avez parlé de Pierre Sange et de Ruines de Rome, où on a un herbier littéraire, comme on a pu le définir, donc avec vraiment une structure qui appelle à des ressources botaniques presque, hein, donc une forme qui vient un peu d'ailleurs, qui investit le littéraire, alors, est-ce qu'on a un peu les mêmes choses chez Jean Rollin que je ne connais pas? Oui, en fait, chez Jean Rollin, il y a une sensibilité, disons, pour le réseau naturel, assez, un intérêt assez important. Pensons par exemple au texte sur le traquet kurde qui est apparu en 2017. Là, c'est autour de cet oiseau qui se déplace, c'est un roman qui se fonde sur l'incongruité, la présence d'un oiseau qui n'est pas censé faire partie de la faune française et qui en fait se retrouve dans le centre de la France. Donc il y a cette sensibilité bien sûr de plus en plus poussée vers la voie naturelle, la présence des animaux, essayer de réduire un peu ou remettre en valeur de manière différente la figure de l'humain. Or, dans le cas de la clôture, déjà le titre a
une notion ambivalente parce que c'est une donnée topographique, mais en même temps l'idée de clôture est quelque chose qui encercle des éléments qui ne sont pas, qu'on ne peut pas encercler. Alors le fait de trouver toujours, d'enserrer toujours ces références à la vie du maréchal de France Michel Ney, ces allers-retours continuels dans le texte qui ne sont pas signalés avec des introductions, et donc en fait on se retrouve de manière assez brutale, si vous voulez, sans aucune médiation dans les deux plans du récit, permettent de reconstruire un aspect qui fait partie du côté du végétal, c'est-à-dire le fait d'éviter toujours la médiation et de présenter les choses telles qu'elles sont. Donc là, sans aucune forme de médiation, Jean Rollin utilise les deux plans à la fois, et on risque, en fait, si on n'est pas, si on suit pas vraiment si on n'est pas vraiment dans le texte, on risque d'être complètement bouleversé. Donc il n'y a pas de médiation possible. Et d'ailleurs, dans tous les autres textes, cette attention au documentaire et à la valeur fictionnelle du documentaire passe notamment avec ce type de technique. Donc là, c'est un côté, si vous voulez, typique aussi de l'écriture végétale, et présenter les choses telles qu'elles sont et construire des échos, laisser la possibilité de reconstruire des échos. Dans le cas de Sabimolia, il y a une technique, propre aussi au végétal, qui est représentée par le changement des lignes. Donc, il y a des caractères différents, des lignes qui changent. Et c'est donc la disposition sur la page suit l'idée même de catastrophe. Et d'une catastrophe annoncée, et d'une catastrophe inaboutie en même temps, parce que vous avez donc une ponctuation différente dans les différents passages, mais c'est l'italique avec l'introduction d'un texte le titre est le projet humain qui est là et qui n'est pas là. Donc on tire des citations, on fait semblant d'avoir un texte qu'en fait n'existe pas. Donc là c'est la technique de l'écriture dormante qui est aussi un autre élément disons typique du végétal, parce que vous savez que le végétal a une longévité, une temporalité différente par rapport aussi à l'histoire, disons par rapport à l'humain, et là du point de vue de l'écriture on touche vraiment de près cette différence temporelle de gestion du temps. Je sais pas si... Une dernière question puisse... Bonjour, merci à tous les trois pour vos présentations. Je vais plutôt m'adresser à Marianne Selka du coup. Je pensais à trois petites choses. D'abord, quand on voit ces exemples de sauvagement de la ville, finalement, est-ce qu'on peut parler encore d'une certaine nature sauvage, dans le sens où on intègre dans un paysagisme, dans un plan architectural, une nature, en plus, deuxième remarque, qui est souvent l'arbre, comme si l'arbre était la seule nature possible et le seul écosystème possible. On a l'impression même à travers la journée, j'ai l'impression qu'il y a un fixisme sur un regard de la nature qu'on va implémenter partout, alors qu'il y a d'autres écosystèmes possibles. Donc finalement, est-ce que c'est un véritable ensauvagement, un sauvagement, ou alors présence de la nature sauvage dans la ville, parce qu'on l'intègre, on la veut, et du coup, quid de tous les indésirables qui peuvent venir par la suite. Typiquement, les insectes, comme vous l'avez très bien dit, ces écoquartiers où finalement les araignées ne sont pas bienvenues. Donc est-ce qu'on veut vraiment, dans le titre, c'est pour ça que c'est rigolo, le futur désirable de cet ensauvagement? Merci pour cette question. Alors elle est assez complexe, mais je vais essayer de répondre succinctement pour pas trop perdre de temps. Mais voilà, c'est tout le jeu qui se passe quand on passe d'un imaginaire à sa concrétisation. Il y a quelques trahisons effectives. Je pense que les images, alors je ne sais pas si je peux revenir parce que ça n'avait plus marché, mais si, les images post-apo telles qu'il y a dans les œuvres culturelles sont fascinantes, donc attrait, répulsion, et il y a quelque chose ici vraiment de réenchantement, même par la catastrophe et tout ça. Je vous conseille Bertrand Vidal à ce sujet, qui est un collègue aussi, mais c'est pas que pour ça que je vous le dis. Et donc après, c'est pour ça que je voulais conclure avec Sloterdijk, c'est que quelque part il y a une domestication irréductible.
presque malgré soi. C'est pour ça ce matin, juste avant la pause déjeuner, j'ai été très interpellée par l'histoire des oiseaux et des petites, le fait de ne pas les nourrir l'été parce qu'en fait on les domestique malgré nous. Donc je crois que l'homme, il n'a pas d'autre existence que dans le cadre d'une domestication. Domestication du végétal, de l'animal, et qui est en fait une domestication de l'homme par l'homme. Donc même si on désire ce désir il va se concrétiser presque de manière tragique par une domestication. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est assez irréductible et qui me fait penser aussi à ce que je considère de plus en plus, parce que je m'intéresse à l'animalisme par ailleurs, à une sorte d'anthroposcopie. On ne peut pas faire autrement que de regarder le monde dans un regard humain. Et pour la question des nuisibles, c'est vrai que j'ai trouvé par exemple dans la lecture de Zoopolis, de j'ai oublié les noms, Willimka et Sue Donaldson, je crois, Zoopolis, qui essayent de dessiner ce que serait le futur à partir du moment où le monde devient animaliste et où il y a peu de frontières entre nous. En fait, il y aurait les animaux purement sauvages, souverains de leur sauvagerie, les animaux domestiques qui sont voués à disparaître dans la mesure où si on ne les consomme pas ou si on les... ils n'ont pas d'existence. Et les animaux, justement, qu'eux, ils ne considèrent pas nuisibles, mais qui correspondent à cette catégorie, qui sont liminaires. C'est-à-dire qu'ils viennent vers nous malgré que, on puisse les chasser. Donc tout ce qui est les animaux, les profiteurs, c'est pas le terme, les opportunistes. Donc là, dans ce cadre-là, je crois qu'il y a une partie de la population qui fantasme un petit peu sur l'idée, oui, c'est cool d'avoir des renards, comme on le voit d'ailleurs dans les médias récemment, qui rôdent en ville, à Londres et ailleurs, et en même temps des gens, comme on a entendu Madame B, qui s'affolent pour la moindre bestiole. Et c'est vrai que ce côté un petit peu contradictoire de mettre, par exemple, parce que c'est des produits spéciaux, évidemment, c'est du pesticide, et sur un mur végétalisé, je trouve qu'il faut faire avec ça, en fait. Mais finalement, du coup, il y a un accompagnement qui est nécessaire pour aller vers cet ensauvagement futur. Il y a je pense l'éducation, effectivement, évidemment. On peut pas juste, la connaissance. Voilà, on a l'impression que c'est un passage brutal vers avoir du vert, mais entre deux, c'est une imposition d'une nouvelle culture, et qui est contextuelle, on l'a vu sur la mue, qui est très contextuelle, sur quelle nature. Merci. Merci.